Le matin où Mama Dayo et Tosin sont arrivés avec leur sac, Ikechi était enceinte de 16 semaines et venait de finir de préparer du riz jollof. Elle s'était levée à 6 heures, malgré les nausées qui la prenaient chaque matin comme une invitée indésirable. Elle avait lavé les casseroles, pré-cuit le riz, mixé les tomates elle-même car le mixeur était en panne et elle devait procéder par plusieurs fois. Elle était restée debout devant le fourneau brûlant pendant 40 minutes, le dos douloureux et les pieds gonflés dans ses chaussons. Elle avait fait tout cela parce que son mari, Dayo, avait appelé la veille au soir pour dire que sa mère et sa jeune sœur viendraient lui rendre visite quelque temps. Quelque temps avait demandé Ikechi en se redressant dans son lit. Juste pour passer du temps avec nous. Elle veut être là à la naissance du bébé. Tu la connais. Ikechi savait exactement comment était Mama Dayo. Elle le savait depuis le mariage, 3 ans plus tôt, lorsque cette femme avait pleuré pendant toute la cérémonie, répétant à qui voulait entendre que son fils faisait une erreur. Non pas un sanglot étouffé, mais un cri strident, théâtral, accompagné de coups sur la poitrine, qui avait interrompu le prêtre à 2 reprises. Mais Ikechi s'était répété que ce n'était qu'une mère qui perdait son fils. Elle avait décidé d'aimer Mama Dayo comme on aime les intempéries. On ne peut rien y faire, alors on s'y adapte. Elle avait donc préparé le riz jollof, rangé la chambre d'amis, mis des serviettes propres dans la salle de bain et acheté un nouveau savon à la lavande, car elle se souvenait que Mama Dayo avait dit un jour qu'elle aimait les fleurs. Lorsque le taxi s'arrêta et qu'elle vit la taille des valises qu'on déchargeait, un frisson glacial la parcourut. Ce n'étaient pas des valises de visite, c'étaient des valises pour rester. De gros sacs Ghana Must Go, tout abîmés, remplis à ras-bord, ficelés, 2 d'entre eux, plus un carton qu'il fallait 2 hommes pour porter. Mama Dayo sortit de la voiture, l'air d'être la reine de la rue. C'était une femme imposante, à la présence magnétique, le genre de femme qui entre dans une pièce et réorganise immédiatement les meubles dans sa tête. Elle regarda la maison, puis Ikechi, debout près de la porte, en tablier, et dit « Ah, tu as cuisiné? J'espère que ce n'est pas ton jollof trop liquide. » Tosin, qui avait 23 ans et la bouche de sa mère, rit en cachette. Ikechi sourit. « Bienvenue, maman. » La première semaine, Ikechi se dit que tout allait bien. Mama Dayo laissait son assiette dans l'exier tous les matins. Non seulement elle la laissait, mais elle la laissait tremper dans une eau huileuse avec des restes de nourriture qui flottaient dedans. Ikechi descendait pour faire le thé et trouvait l'assiette du jour précédent toujours là, la fixant du regard. Elle la lavait sans rien dire. Tosin découvrit la garde-robe d'Ikechi le 3e jour. Tout commença par un chemisier. Ikechi alla s'habiller et remarqua que son chemisier jaune en mousseline n'était plus là où elle l'avait accroché. Elle chercha partout, se disant qu'elle était étourdie, la mémoire de grossesse comme on dit. Puis elle passa devant le salon et vit Tosin le porter, regardant la télévision, en train de manger des chin-chin dans un bol. « C'est mon chemisier », dit Ikechi doucement. Tosin baissa les yeux sur elle-même, comme si elle avait oublié ce qu'elle portait. « Oh, il était juste là. Je me suis dit que ça ne te dérangeait pas. Il me va mieux de toute façon. » Elle se retourna vers la télévision. Le bébé se retourna dans le ventre d'Ikechi. Ou peut-être était-ce juste des gaz. Quoi qu'il en soit, quelque chose avait bougé. Elle remonta à l'étage, s'assit sur le bord du lit et respira par le nez comme son médecin l'avait appris. Quand Dayo rentra ce soir-là, elle était encore éveillée. Elle lui raconta tout, l'histoire du chemisier, l'emballage, les assiettes dans l'évier, les vêtements qu'elle retrouvait sans cesse dans la machine à laver, en attendant qu'elle lance un cycle. Elle lui raconta d'une voix calme, car elle était trop épuisée pour faire autrement. Dayo s'assit au bord du lit et il l'écouta. Il hocha la tête. Il dit « Ikechi, je t'entends. » Puis il ajouta « Mais c'est ma mère. Que veux-tu que je fasse? La mettre à la porte? Je veux que tu poses des limites. » Des limites? Il prononça le mot comme s'il s'agissait d'un objet étranger qu'il manipulait entre les mains. Ce ne sont pas des inconnus, c'est ma famille. Si c'était ta famille, parlerais-tu de limites? Et voilà, la phrase qui allait devenir un mur entre eux. À chaque fois qu'Ikechi se plaignait, Dayo en ajoutait une brique. Si c'était ta famille, tu devrais être plus accommodante. Tu ne peux pas te débrouiller? Elle avait envie de dire « C'est moi qui porte l'enfant, c'est moi qui me brûle les pieds, c'est moi qui lave les assiettes qui ne sont pas les miennes, qui cherche les vêtements qui sont sur le dos de quelqu'un d'autre, qui vais me coucher le ventre vide parce qu'il n'y a plus rien dans la passerole. » En lieu de cela, elle dit « D'accord, Dayo. »
Elle éteignit la lumière, elle resta allongée dans le noir et écouta son propre cœur battre. À 24 semaines de grossesse, la chambre d'Ami avait commencé à ressembler à celle de Mama Dayo. La femme y avait installé une petite étagère avec ses propres objets. Un emballage était étalé sur la chaise. Ses chaussures étaient alignées devant la porte. Elle avait commencé à se réveiller avant Ikechi et à utiliser la cuisine en premier, ce fait que quand Ikechi descendait, la cuisine était grasse, le gaz était presque épuisé et des passeroles trempaient dans l'évier. Tosin avait un petit ami qui appelait à toute heure. Elle s'asseyait dans le salon et avait des conversations de téléphone bruyantes pendant qu'Ikechi essayait de dormir sur le canapé pendant sa sieste de l'après-midi. Un jour, Ikechi descendit et trouva Tosin et 2 de ses amis qu'elle avait invités, de la musique, des bouteilles de bière sur la table basse et on utilisait les beaux verres de vin d'Ikechi. « Vous auriez dû m'inviter » dit Ikechi. Tosin regarda ses amis. L'une d'elles se mordit la bouche. Tosin dit « Ikenke, on se détend, c'est tout ». Ikechi posa les verres sur la table. Elle les lava et les rangea sur l'étagère du haut. Elle en parla à Dayo le soir même. Il se frotta les yeux, il avait travaillé tard, il avait l'air si épuisé qu'elle se sentit coupable de lui avoir parlé. « Ikechi, s'il te plaît, j'ai eu une longue journée. »« Moi aussi, j'ai eu une longue journée. »« J'ai eu une longue journée tous les jours depuis 2 mois. » Ikechi glaffit. « Je vais leur parler, » dit Dayo. Il leur parla. Mama Dayo croisa les bras et dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi Ikechi était si difficile. Elle était venue aider avec son petit enfant. Était-ce cela que les femmes instruites se comportaient, en chassant la famille de leur mari? Tosin ne dit rien et continua de porter les affaires d'Ikechi. Le lendemain matin, Ikechi trouva une bussette de linge humide dans la machine à laver, les vêtements de Tosin, trempants, attendant. Elle resta là pendant 10 minutes, la main sur le couvercle de la machine. Ses propres vêtements étaient entassés dans le panier. Elle n'avait presque plus rien à se mettre parce qu'elle n'avait pas pu faire sa propre lessive depuis 2 semaines. Elle sortit les vêtements de Tosin, les mit dans une bassine sèche et fit sa propre lessive. Elle n'a pas touché aux vêtements mouillés de Tosin. Elle les a laissés dans l'évier. Tosin descendit 1 heure plus tard, vit ses vêtements mouillés dans l'évier et cria « Qui a enlevé mes vêtements de la machine ? Maman, maman, viens voir !» Mama Dayo est sortie de sa chambre. Elle se tenait dans la cuisine à parler d'Ikechi comme si elle n'était pas assise à la table, en train de manger du pain et de boire du thé et à les observer. « Cette femme veut nous faire quitter cette maison, » dit Mama Dayo. « Maman, elle a enlevé mes vêtements. »« Je les ai mis dans l'évier pour que je puisse laver mes propres vêtements, » répondit Ikechi. Sa voix était si basse que ses mots ont à peine traversé la table. Mama Dayo se tourna vers Ikechi. « Tu es seule à la maison ?» Ikechi posa sa coupe de thé. Elle regarda cette femme qui avait fait de chaque jour des 2 derniers mois une lente et insoutenable torture. Elle regarda cette femme qui mangeait, portait ses vêtements, laissait traîner ses assiettes et emplissait sa maison d'un bruit qui semblait ronger les murs. Elle dit « Oui, c'est ça ». Elle monta à l'étage. Son amie, Chison, était venue lui rendre visite un samedi. Chison jeta un coup d'œil à Ikechi et dit « Qu'est-ce qui se passe ? Et toi ?» Elle s'était assise dans la chambre, la porte fermée, pendant qu'en bas, Mama Dayo et Tosin regardaient un film nollywoodien à plein volume. Ikechi parla pendant près d'1 heure. Elle n'avait pas réalisé tout ce qu'elle retenait, jusqu'à ce qu'elle ouvre la bouche et que tout se déverse, comme l'eau d'un seau renversé. La nourriture, les vêtements, les assiettes, la machine à laver, le regard que Dayo lui lançait quand elle se plaignait, comme si c'était elle qui était difficile. Le fait qu'elle se couchait le ventre vide 3 ou 4 soirs par semaine, parce qu'une fois réveillée, il ne lui restait plus rien. Chison resta immobile pendant tout ce temps. Quand Ikechi eut fini, Chison demanda « Tu en es à combien de semaines ?»« 26 semaines. »« Et tu te couches le ventre vide ?»« Parfois. »« Ikechi !» La voix de Chison déchira le mot. « Tu dois dire quelque chose. »« Je dis quelque chose tous les jours. »« À Dayo, tu dois vraiment dire quelque chose. Pas une complainte, un ultimatum. » Ikechi regarda ses mains. « Il dit que je ne suis pas accommodante. Tu portes un être humain en toi et tu vas te coucher le ventre vide. Ce n'est pas un problème d'accommodement, c'est un... » Chison s'arrêta. Elle serra les lèvres. Elle prit les mains d'Ikechi dans ses mains. « Tu dois te protéger. Personne d'autre ne le fera à ta place. » Cette nuit-là, Ikechi essaya à nouveau avec Dayo. Elle le dit différemment cette fois. Elle dit « Je vais me coucher le ventre vide. Notre bébé va se coucher le ventre vide. Est-ce que cela veut dire quelque chose ?» Dayo la regarda. Quelque chose changea dans son regard. Pas de culpabilité, pas vraiment.
plutôt un conflit intérieur. Il était comme un homme à la croisée des chemins, incapable de choisir sa route. « Je vais te chercher quelque chose dans la cuisine, dit-il. Ce n'est pas ce que je te demande. Ikechi, que veux-tu que je fasse? Je veux que tu me protèges. » Il resta longtemps silencieux. « Alors je leur parlerai demain. » Elle hocha la tête. Elle éteignit la lumière. Elle était enceinte de 28 semaines lorsque les saignements commencèrent. C'était un jeudi matin. Dayo était partie au travail. Mamadio et Tosin étaient en bas. Ikechi était revenue se coucher après être allée aux toilettes et elle avait vu le sang. Elle s'était assise très lentement sur le sol de la salle de bain, comme on s'assied quand on a perdu confiance dans ses jambes. Elle appela Dayo. Il ne répondit pas. Elle rappela. Il ne répondit pas. Elle appela Chison, qui est arrivé 20 minutes plus tard, et la conduisit à l'hôpital. La médecin était une femme calme, portant des lunettes et aux mains expertes. Elle a fait l'échographie en silence, un silence pesant, comme une porte qui se ferme. Elle prit les mains d'Ikechi dans les siennes. « Tu dois te protéger. Personne d'autre ne le fera à ta place. » Cette nuit-là, Ikechi essaya de nouveau avec Dio. Elle le dit différemment cette fois. Elle dit « Je vais me coucher le ventre vide. Notre bébé va se coucher le ventre vide. » Est-ce que ça veut dire quelque chose? Dio la regarda. Quelque chose changea dans son regard. Pas de la culpabilité, pas vraiment. Plutôt un conflit intérieur. Il était comme un homme à la croisée des chemins, incapable de choisir sa route. « Je vais te chercher quelque chose dans la cuisine, dit-il. Ce n'est pas ce que je te demande. Ikechi, que veux-tu que je fasse? Je veux que tu me protèges. » Il resta longtemps silencieux. « Alors, je leur parlerai demain. » Elle hocha la tête. Elle éteignit la lumière. Elle était enceinte de 28 semaines lorsque les saignements commencèrent. C'était un jeudi matin. Dio était parti au travail. Maman Dio et Tosin étaient en bas. Ikechi était revenue se coucher après être allée aux toilettes et elle avait vu le sang. Elle s'était assise très lentement sur le sol de la salle de bain, comme on s'assoit quand on a perdu confiance en ses jambes. Elle appela Dio. Il ne répondit pas. Elle a rappelé. Il n'a pas répondu. Elle a appelé Chison, qui est arrivé 20 minutes plus tard, et l'a conduite à l'hôpital. La médecin était une femme calme, portant des lunettes et aux mains expertes. Elle a fait l'échographie en silence, un silence pesant, comme une porte qui se ferme au bout d'un couloir. « Il y a des signes de souffrance placentaire, » a dit la médecin. « Nous devons vous hospitaliser et surveiller le bébé. » Ikechi était allongé sur son lit d'hôpital et fixait le plafond. Dio est arrivé 2 heures plus tard, essoufflé, la cravate de travers, la peur se lisant sur son visage d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Je suis vraiment désolé, » répétait-il. « Je suis vraiment désolé. J'avais des réunions à la chaîne. Je suis vraiment désolé. » Elle le regarda. Elle n'était pas en colère. Elle était pire que la colère. Elle était vide. « Ta mère est à la maison ?» demanda-t-elle. « Oui. » « A-t-elle cuisiné aujourd'hui ?» Dio ne répondit pas. « Dio, a-t-elle cuisiné et m'a-t-elle laissé rien ?» « Ikechi, n'y pensons pas. Réponds à la question. » Il baissa les yeux vers ses chaussures. « Je ne sais pas. » Elle se retourna vers le plafond. « Je n'ai pas mangé correctement depuis 3 semaines. J'ai passé tous les jours debout devant les fourneaux, à cuisiner pour 5 personnes, et je me couche affamée, parce que le temps que je me repose et de redescendre, tout a disparu. J'ai été stressée tous les jours. Je n'ai pas bien dormi. Je ne me suis pas reposée correctement. J'ai lavé les assiettes et les vêtements des autres, et j'ai vu quelqu'un se promener dans la maison avec mes chemisiers. » Sa voix ne s'éleva pas. Elle resta plate et calme, et d'une certaine manière, c'était plus effrayant que des cris. « Et maintenant, me voilà. » Dio s'assit sur la chaise à côté de son lit et enfouit son visage dans ses mains. « Je suis désolé, dit-il. » Sa voix était étouffée par ses paumes. « Je suis tellement désolé. Je ne veux pas de regrets. Je veux récupérer ma maison. » Il hocha la tête. Ses épaules tremblaient. Elle ferma les yeux. Elle resta 4 jours à l'hôpital. L'état du bébé se stabilisa. Les saignements cessèrent. Le médecin lui conseilla de se reposer, de réduire son stress et de bien s'alimenter. Le mot « stress » planait dans la pièce comme une fumée. Dio la ramena chez elle un dimanche après-midi. Maman Dio et Tosin étaient en bas. Ikechi est entré dans le salon et Maman Dio a levé les yeux sur la télévision et dit « Ah, tu vois là. J'espère que tu vas mieux maintenant. »« Non. Désolée. Non. » Elle ne s'est pas levée de sa chaise. Rien. Ikechi passa devant elle, monta les escaliers et entra dans sa chambre. Elle s'assit sur le lit
et écouta Dio parler à voix basse à sa mère en bas. Elle n'entendait pas tout, mais elle perçut la voix de sa mère monter une fois, aiguë et offensée, puis retomber. Dio monta. Il avait l'air d'avoir participé à une bagarre. « Elle dit qu'elle fera plus attention, dit-il. « D'accord. Et Tosine aussi. D'accord. Ikechi, parle-moi maintenant. Je suis fatiguée, Dio. J'ai besoin de dormir. » Elle s'allongea et s'endormit. Pendant une semaine, les choses furent différentes. Maman Dio fit sa propre vaisselle. Tosine n'entra pas dans l'armoire. La casserole n'était pas vide quand Ikechi descendit. Au 8e jour, Ikechi descendit et trouva sa robe orange, la robe de grossesse qu'elle avait achetée, spécialement, celle avec la taille élastique et le petit nœud au collat, drapée sur les épaules de Tosine lorsqu'elle se tenait devant l'iroir du couloir. Ikechi s'arrêta en bas des escaliers. Tosine la vit dans l'iroir. Une lueur traversa son visage. Puis elle dit « Je l'essayais juste. Tu ne peux même plus la porter correctement. » Ikechi remonta. Elle ne dit rien à Dio ce soir-là. Elle ne dit rien à personne. 2 semaines plus tard, à 32 semaines, elle se réveilla à 2 heures du matin avec une douleur différente de toutes les autres, une douleur profonde, transperçante, une douleur étrange. Elle resta longée un instant, pensant qu'elle passerait, mais elle ne passa pas. Elle secoua Dio au réveil. Il la conduisit à l'hôpital, les 2 mains sur le volant, grillant un feu rouge sur l'autoroute. Elle se souvient du bruit de la voiture, des lumières des rues défilant par la fenêtre comme de longs traits orangés, du sentiment d'une chose en elle qui s'accrochait et qui se libérait. Elle se souvient du regard du médecin. Elle se souvient de la main de Dio qui se resserrait sur sa sienne. Elle se souvient du son, un petit son, bref, et puis plus rien. Ils ont perdu le bébé, une fille, 32 semaines, presque là, si près du bout. Ikechi resta allongé sur son lit d'hôpital pendant 3 jours sans dire un mot, ni aux infirmières, ni à Shison, qui était arrivée s'asseoir près d'elle et qui pleurait en silence dans un coin, ni à sa propre mère, qui avait pris l'avion d'Enugu et qui s'était assise sur le lit, avait tenu les pieds de sa fille et avait prié pour elle à voix basse, ni à Dio, qui s'asseyait sur la chaise à côté de son lit tous les soirs, après que les visites aient fini, et qui ne rentrait pas chez lui, qui dormait sur la chaise, la tête appuyée sur la barrière du lit, qui pleurait dans les toilettes de l'hôpital où il pensait que personne ne pouvait l'entendre. Elle regarda le plafond, elle compta les carreaux, elle respira. Le 4e jour, elle se redressa. Sa mère était à côté d'elle. Elle la regarda et dit, d'une voix calme, comme l'eau d'or, profonde, immobile et cold, « Maman, il faut que tu rentres à la maison. » Sa mère la regarda avec des yeux effrayés. « Pas pour toujours, dit-elle. Tout de suite, j'ai besoin de parler à mon mari. » Sa mère partit. Dio s'assit en face d'elle. Il semblait avoir pris 5 ans en 4 jours. Il ne s'était pas rasé. Ses yeux étaient rouges et cernés. Elle le regarda longtemps. Puis elle dit « Je veux que ta mère et ta sœur quittent ma maison. Pas la semaine prochaine, pas après en avoir discuté. Quand je rentre chez moi, je ne veux pas qu'elle soit là. » Dio ouvrit la bouche. « Je n'ai pas fini, dit-elle. » Il la referma. « J'ai été patiente, j'ai cuisiné, j'ai fait le ménage, j'ai fait des concessions. Tu m'as dit de continuer à faire des concessions. J'ai fait jusqu'à ce que je sois dans ce lit et que je perde ma fille dans ce lit, Dio. » Sa voix ne tremblait pas. Elle n'avait plus la force de trembler. « Alors, ce n'est pas une plainte. Ce n'est pas moi qui fais des caprices. Je te dis simplement que je fais des choix et que tu dois en faire de même. » La pièce était plongée dans un silence pesant. Moi ou eux? Dio le regarda. Des larmes coulaient sur ses joues, sans qu'il semblait les remarquer. Il le regarda. « Si tu les choisis, dit-elle, je demanderai le divorce. Je le ferai depuis ce lit. J'appellerai un avocat aujourd'hui. » Le mot « divorce » planait entre eux, comme une pierre, sur la couverture blanche de l'hôpital. Dio baissa les yeux. Il le regarda. Il baissa de nouveau les yeux sur ses mains, puis il se leva, sortit son téléphone et se dirigea vers la fenêtre. J'entendis qu'il disait « Maman, il faut que toi et Tosine commencent à faire les valises. » J'entendis la protestation à l'autre bout du fil. Je pouvais même entendre la voix de sa mère, même de l'autre côté de la pièce, aiguë et montante. « Maman !» La voix de Dio était comme une porte qui claquait, ferme, définitive, une intonation qu'il ne l'eût jamais entendue auparavant. « Fais tes valises, je vais t'expliquer plus tard. S'il te plaît, fais tes valises. » Il raccrocha. Il revint à la chaise. Il s'assit. Il posa ses mains sur les siennes. Aucun des deux ne dit rien.
Maman Dio et Tosin étaient parties quand Ikechi est entré. Chison était allée vérifier. Elle avait envoyé un texto. Elles sont parties. La chambre d'amis est vide. J'ai tout cliné. Ikechi entra lentement dans la maison. Elle s'arrêta dans le couloir et écouta le silence, le vrai silence, celui d'une maison, pas celui qui n'est que l'espace entre deux bagarres. Elle alla dans la cuisine. L'évier était vide, la cuisine était clean. Elle ouvrit son armoire, ses vêtements étaient là, tous, ceux qu'elle avait retrouvés, ceux qu'elle n'avait pas retrouvés. Elle ne savait pas ce qui était arrivé, et elle décida que cela lui était égal. Elle s'assit sur le bord de son lit, et Dayo se tenait dans l'embrachure de la porte. « Tu as faim » demanda-t-il. Elle y réfléchit. En fait, oui, elle n'avait pas ressenti la faim depuis des jours. Un peu. Je peux faire des nouilles, ou commander quelque chose. Des nouilles. Il lui prépara des nouilles. Il les monta à l'étage avec un plateau de jus. Il s'assit sur le lit à côté d'elle et la regarda manger. Quand elle avait fini, il rapporta le plateau à la cuisine et lava le bol lui-même. Il entendit l'eau couler en bas, et quelque chose dans sa poitrine, quelque chose qui était resté enfermé pendant des mois, s'ouvrit juste un peu. Le chagrin n'était pas linéaire. Certains jours, elle allait bien. Elle pouvait s'asseoir près de la fenêtre, boire du thé, regarder la rue et se sentir à nouveau elle-même. D'autres jours, elle se réveillait et le poids de la douleur était si lourd qu'elle ne pouvait pas se lever. Alors, Dayo l'apportait du thé et restait assis avec elle sans essayer de la faire parler. Bientôt, il l'emmena chez une thérapeute, une femme discrète, dont le cabinet était rempli de plantes, qui laissait Inkechi parler ou ne pas parler selon ses besoins. Au début, Inkechi restait assise dans le fauteuil à regarder les plantes, puis un jour, elle se mit à parler, et parla toute la séance sans s'arrêter. Et quand elle est partie, elle a pleuré dans la voiture, et Elle a réussi, tant bien que mal, à maintenir sa main sur le levier de vitesse et à conduire. 3 mois après la perte du bébé, Inkechi a commencé à se sentir comme si le sol était de nouveau solide. Elle a préparé son riz jollof. Debout dans sa cuisine, sa cuillère en bois à la main, elle a goûté et ajusté son goût. Elle a mis de la musique, du vieux morceau d'Onyeka Onwenu, sur son téléphone posé sur le comptoir. Elle a esquissé quelques pas de danse, se balançant légèrement en attendant que les tomates cuisent. Dayo est rentré et l'a trouvé en train de danser. Il est resté planté dans l'embrasure de la porte de la cuisine et l'a regardé. Son expression était un mélange de soulagement, d'amour et de tristesse, comme celle qu'on ressent quand ce qu'on a failli perdre se tient devant soi. « Tu danses » a-t-il dit. « N'en fais pas toute une histoire » a-t-elle répondu, mais elle souriait. Il est venu se placer derrière elle et l'enlacer, et ils se sont balancés ensemble dans la cuisine pendant que les tomates cuisaient. Elle a découvert qu'elle était de nouveau enceinte un mardi matin, 8 mois après avoir perdu le premier bébé. Elle s'est assise à nouveau sur le sol de la salle de bain, mais cette fois c'était différent. Cette fois, elle n'était pas seule avec sa peur. Elle a appelé Dayo depuis la chambre et lui a montré le test de grossesse. Il s'est assis sur le sol de la salle de bain à côté d'elle, et aucun d'eux n'a dit un mot pendant un moment. Puis il a dit « Qu'est-ce que tu veux faire ?»« Je veux garder ce bébé », a-t-elle dit. « Je veux garder ce bébé et je veux que tout se passe bien. Tout ira bien. Tu ne peux pas le promettre. »« Non, » a-t-il dit, « mais je peux te promettre que je ne laisserai rien que je puisse contrôler te faire du mal à toi ou à ce bébé. Je te le promets. » Elle a regardé le test de grossesse, elle l'a regardé, elle a hoché la tête. Ils allèrent chez le médecin cette même semaine. C'était la même femme, avec ses lunettes et ses mains délicates. Elle se souvenait d'Inkechi. Il n'y avait rien de particulier dans la façon dont elle se souvenait d'elle. Elle regarda simplement Inkechi en entrant et dit « Nous allons prendre grand soin de vous cette fois-ci. » Le médecin établit un suivi. Des consultations régulières toutes les 2 semaines au premier trimestre, puis chaque semaine. Des vitamines, du repos, pas de charges lourdes, une réduction du stress. Sur le chemin du retour, Inkechi regarda par la fenêtre et dit « Je veux une femme de ménage ». Dayo répondit « D'accord, comme ça », sans discussion, sans question, sans « Es-tu sûr ?», sans « On peut se débrouiller sans », juste « D'accord ». Quelqu'un pour faire le ménage, quelqu'un pour m'aider en cuisine, pas pour me remplacer, juste pour m'aider. « Je vais chercher quelqu'un cette semaine », dit-il. Il trouva quelqu'un le jeudi. Elle s'appelait Blessing et elle avait 25 ans. Elle est arrivée un samedi matin avec une assurance tranquille qu'Inkechi a tout de suite appréciée. Elle était efficace sans être invisible, serviable sans être intrusive.
Elle a vite compris ce qu'Inkeshi aimait et comment elle l'aimait. En 2 semaines, elle était devenue un repère dans la maison, présente, utile et apaisante. Inkeshi s'arrêtait parfois sur le seuil de la cuisine à regarder Blessing travailler et ressentait quelque chose d'indéfinissable. Pas vraiment de la gratitude, plutôt un soulagement qui s'était installé dans quelque chose de permanent, comme expirer après avoir retenu son souffle pendant très longtemps. La grossesse était différente cette fois, pas plus facile. Le corps n'oublie pas ce qu'il a enduré. Les nausées étaient toujours aussi intenses, le mal de dos était pire au 2e trimestre que jamais auparavant. Il y eut une semaine, au 6e mois, où elle ne pouvait pas dormir plus de 3 heures d'affilée sans que la douleur ne la réveille. Et elle était si fatiguée qu'elle pleura 2 fois dans la même journée, sans raison apparente. Mais elle n'avait pas faim. Elle ne lavait pas le linge des autres, et elle ne retrouvait pas ses chemises sur le dos de quelqu'un d'autre. Elle ne restait pas éveillée à la gaie de gisement de sa cuisine à minuit, se préparant au moindre bruit dans sa cuisine. Elle était simplement enceinte. Elle portait en elle un être. Elle était simplement fatiguée, gonflée, inconfortable et aimée. Dayo la conduisait à tous ses rendez-vous, absolument tous. Il attendait dans la salle d'attente, son ordinateur allumé, et entrait dans le cabinet quand on l'appelait. Il posait au médecin des questions préparées, qu'il avait notées la veille. Le médecin lui dit une fois « Vous avez un mari très impliqué ». Dayo avait l'air gêné mais satisfait, et Inkeshi avait pensé « Il en avait toujours été capable, il avait juste besoin de le choisir ». Elle ne lui avait pas encore totalement pardonné. Le pardon n'était pas une porte que l'on pouvait ouvrir d'un coup. Parfois, c'était comme une fenêtre. On l'ouvrait entr'ouverte, on laissait entrer un peu d'air, puis un peu plus, et finalement on ne remarquait même plus qu'elle avait été fermée. Mais ils allaient bien. Ils construisaient quelque chose de différent de ce qu'ils avaient connu auparavant, peut-être plus solide après être été mis à l'épreuve d'une manière qu'ils n'avaient pas souhaitée. Maman Dayo a appelé au 7e mois. Inkeshi était assise dans le jardin avec un verre de jus quand Dayo est sortie avec son téléphone et une expression prudente. « C'est ma mère. Elle veut parler à toi. » Inkeshi regarda le téléphone, elle prit le téléphone. « Inkeshi. » La voix de maman Dayo était différente, plus douce. Le volume sonore qu'elle avait toujours eu avait diminué. « Comment vas-tu ? » ?»« Je vais bien, maman. Et toi ? » ?»« Je me débrouille. » Un silence. « Ton mari m'a parlé de l'autre grossesse. » Un autre silence, plus long. « Je suis désolée. » Inkeshi ferma les yeux. « Je ne savais pas, » dit maman Dayo. « Je ne savais pas que c'était si grave. Je pensais juste venir aider mon fils. J'y m'étais pas arrêtée. » Elle s'arrêta. Inkeshi attendit. « Je suis désolée, » répéta maman Dayo. Juste ces 2 mots. Aucune explication, aucune justification, aucune tentative de se justifier, juste « désolée ». Ce n'était pas suffisant. Ce ne serait jamais suffisant pour un enfant perdu, mais c'était déjà quelque chose. C'était plus que rien. « Merci, maman, » dit Inkeshi. « J'apprécie. » Après avoir raccroché, elle resta longtemps assise dans le jardin. À 8 mois de grossesse, la maison avait enfin trouvé son rythme. Blessing s'occupait désormais des tâches ménagères du matin sans qu'on lui demande. Dayo rentrait plus tôt. Il avait parlé à son responsable pour modifier ses horaires, avait emporté du travail à la maison et avait réorganisé les choses d'une manière qu'Inkeshi n'avait pas demandé, mais qui en disait long sur la personne qu'il essayait de devenir. Bientôt, elle venait tous les week-ends et il s'asseyait sur la véranda pour parler, rire et parfois dire rien. La mère d'Inkeshi appelait tous les soirs, parfois 2 fois. Inkeshi acheta une petite robe jaune, une toute petite robe, en coton doux, avec un canard ébrodé sur la poche. Elle la rangea seule dans le tiroir, sans la montrer à personne. C'était un secret, entre elle et cette éventualité. À 8 mois, elle repeindit la petite chambre au bout du corridor. Elle choisit une couleur appelée brume matinale, un gris vert souple que la vendeuse lui avait décrit comme apaisant et porteur d'espoir. Dayo l'aida. Ils passèrent un samedi après-midi à peindre, tous 2 vêtus d'vieux vêtements, avec de la musique sur le téléphone de Dayo. Le soir, la pièce sentait la peinture et un l'odeur de neuf. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte à regarder la couleur sur les murs. « C'est bien, » dit Dayo, debout derrière elle. « Oui, » acquiesça-t-elle. Les contractions commencèrent un dimanche matin. Inkeshi se réveilla à 4h30 et resta allongé un instant, les chronométrant sur son téléphone avant de dire un mot à Dayo. 4 minutes d'intervalle, puis 3,5. Sa respiration était calme d'une manière qui la surprit. Elle expectait à paniquer. Au lieu de cela, il y avait une clarté, vive et pure, comme l'air avant la pluie. Elle se tourna vers Dayo, il était déjà éveillé, la regardant.
C'est l'heure, elle dit. Il était habillé avant qu'elle n'ait fini sa phrase. Blessing était levé aussi, on ne sait pas comment, debout dans le corridor avec le sac d'hôpital d'Inkeshi déjà près de la porte. « Je l'ai préparé la semaine dernière », dit-elle, simplement, quand Inkeshi la regarda. Inkeshi la serra un instant. Elle n'avait pas prévu ça. Elle s'est simplement avancée et a passé ses bras autour de Blessing et l'a serré un instant. Le trajet vers l'hôpital fut silencieux. Lagos dormait encore. Les rues étaient désertes comme elles ne l'étaient presque jamais, grises, larges et douces sous la lumière du petit matin du jour suivant. Inkeshi regarda la ville défiler par la fenêtre et repensa à tout ce qui s'était passé dans cette voiture, au feu rouge que Dayo avait grillé une autre nuit dans un autre trajet qui s'était terminé autrement. Elle repensa à la robe jaune dans le tiroir, elle repensa aux murs enveloppés de bruine matinale, elle repensa à un son qu'elle avait entendu autrefois et qu'elle n'entendrait pas cette fois. L'accouchement dura 12 heures, long et difficile, et à plusieurs reprises, Inkeshi serra tellement fort la main de Dayo qu'il montra plus tard les marques et elle rit aux larmes. Le médecin était là, et une infirmière nommée Patricia, qui avait le don particulier de rendre les moments terribles supportables. Et Dayo, qui avait dit à un moment une chose absolument inappropriée, un truc sur la respiration qu'il avait manifestement lu dans un livre. Et Inkeshi avait dit, les dents serrées, « Dayo, si tu répètes ça une autre fois, je te divorce ». Et Patricia s'était tournée vers le mur pour cacher son sourire. Et puis un son. Pas le son qu'elle aimerait, pas le bref et terrible son qui s'était terminé dans le silence, mais un son fort, indigné, furieux, magnifique, le son de ceux qui s'étaient battus pour arriver jusqu'ici et qui voulaient que tout le monde le sache. Je peux vous entendre, vous l'avez entendu, et quelque chose en elle, ce qui était fermé, ce qui était retenu, la partie d'elle qui était restée immobile derrière sa propre porte, s'est ouverte. Le médecin déposa le bébé sur la poitrine d'Inkena. Elle était petite et ridée, et son visage exprimait une émotion oscillant entre les cris et la plus grande expression d'indignation qu'Inkeshi ait jamais vue. Elle avait peu de cheveux, sombres et humides. Elle avait le nez de son père. Elle avait les poings serrés. Inkena la regarda. Elle ne s'était pas autorisée à imaginer un visage pendant 8 mois. Elle s'était protégée de cela, mais ce visage-là, ce visage si particulier, furieux, nouveau, ancien, épuisé, vivant, elle avait l'impression qu'elle l'avait toujours connu. « Eh !» murmura-t-elle. « Eh ! J'attendais toi !» Le bébé ouvrit les yeux, sombres, vagues, bien qu'à peine présents, mais ouverts, regardant dans la direction de la voix de sa mère. Dayo émit un son à côté d'elle qu'elle ne l'avait jamais entendu faire auparavant. Il porta sa main à sa bouche. Ses épaules tremblaient. « N'ose pas pleurer devant moi. »« N'ose pas pleurer devant moi, dit Ikena. Et elle se mit à pleurer librement, comme elle ne s'était pas permis de pleurer depuis si longtemps. Ils l'appelèrent Chidima. Dieu est bon. Chidima avait 3 semaines, la première fois qu'Ikena s'assit dans le jardin avec elle. Blessing avait cuisiné. Cela sentait la soupe au nougbu. Dio était à l'intérieur pour un appel professionnel qu'il interrompait sans cesse pour les surveiller par la fenêtre. Ikena était assise dans le fauteuil de jardin avec Chidima sur sa poitrine, une main derrière la tête du bébé, et elle ne faisait rien, ne pensait à rien en particulier, ne planifiait rien, ne s'inquiétait pas, ne se préparait à rien, juste assise. Elle regardait le visage de sa fille, endormie maintenant, la bouche légèrement ouverte, en pleine confiance. Elle repensa à cette femme qui s'était tenue dans sa cuisine, tenant une casserole vide à 21 heures, enceinte de 20 semaines, boire de l'eau pour combler le vide où aurait dû se trouver la nourriture.